Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart for Change, sur les réseaux sociaux de Bismart for Change et bien sûr, vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec Investir responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement durable ou responsable de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous nous demanderons ensemble pourquoi on ne fait pas plus d'impact via des investissements obligataires, ou plutôt comment faire de l'impact avec des investissements obligataires. C'est la question que nous poserons à Kelly Hébert, directrice générale France Belux et responsable mondiale du développement de l'offre durable chez M&G Investment. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine. Un enjeu patrimoine où nous aurons le plaisir d'accueillir en plateau Philippe Sedbon, le président de l'AFG, à qui nous poserons une question. Faut-il arrêter d'opposer épargnants et investissement dans un contexte de nécessité de financer l'économie européenne avec l'épargne des Européens. Et puis enfin, dans la dernière partie de l'émission, dans l'œil de l'expert, nous nous demanderons quelle allocation d'actifs pour le second semestre choisir ou commencer à constituer avec Vincent Roger, Senior Advisor Private Equity au sein de la financière d'Orion. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Comment faire de l'impact à travers des investissements obligataires? C'est le sujet qui va nous animer à présent dans Investir responsable. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Kelly Hébert. Bonjour Kelly Hébert. Bonjour. Vous êtes directrice générale France et Belux, mais aussi responsable mondial du développement de l'offre durable chez M&G Investment. C'est vrai, quand on parle d'ISR, quand on parle d'investissement durable ou à impact, on parle très souvent d'investissement en actions, mais on peut aussi le faire via des investissements obligataires. Kelly Hébert. Absolument, et il y a plusieurs manières de le faire. Donc il s'agit évidemment d'obligations qui vont financer des projets qui vont soutenir soit l'environnement, soit la planète. D'accord. Les obligations vertes sont les premières obligations qui ont connu le jour, donc les fameuses green bonds. Donc là, c'est vraiment des obligations qui ont comme objectif de venir soutenir un projet dans une entreprise qui va être allouée aux énergies renouvelables, la création par exemple d'une station de recharge pour les véhicules électriques. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, ce sont les social bonds. Donc, comme son nom l'indique, ce sont là des obligations qui vont financer un projet avec un impact social, créer des logements qui vont être plus abordables, créer une école, participer à l'éducation. Et puis, vous allez avoir des obligations qui sont des sustainability bonds. D'accord. Et là, c'est en général un mix de projets à la fois verts et social. Les green bonds, effectivement, on en a beaucoup parlé au moment du lancement. Ensuite, les social bonds, les sustainability bonds, c'est des obligations à condition, quelque part. Il faut financer que les types de projets concernés par les produits financiers concernés. Absolument, et c'est pour ça qu'il y a eu une demande. Parce qu'en fait, si on vient opposer ça à une obligation plus traditionnelle, on n'arrive pas forcément à venir mesurer et contrôler comment les fonds vont être utilisés. D'accord. Et il y a eu une demande de la part des investisseurs pour se dire, mais moi, je veux financer de manière très précise un projet dont on va pouvoir mesurer le bénéfice social ou environnemental. Et donc, la levée de fonds sera dirigée vers ces financements de projets de manière très sélective. Quand on suit ça avec un petit peu de recul, on a l'impression que les green bonds ont été beaucoup mis en avant au moment où ils ont été lancés, mais qu'après, on a un petit peu oublié cette manière d'investir et de faire de l'impact pour aller plus sur de l'action. C'est réel? C'est ce que vous constatez, vous également, ou ça reste un outil qui est utilisé aujourd'hui par les épargnants? Ça reste un outil qui est... C'est un point très intéressant, parce que ça reste un outil qui est très utilisé, mais peut-être moins par les épargnants, et plus par les investisseurs institutionnels. D'accord. Et en fait, si on s'intéresse au nombre d'émissions, donc vraiment l'offre et la demande, eh bien, les green bonds, les obligations vertes, ont doublé entre 2020 et 2024. En 2020, c'était un marché qui faisait... en 2020, il y a eu 190 milliards d'émissions entre les obligations sociales et vertes. D'accord. L'année dernière, il y en a eu à peu près 300 milliards. D'accord, donc on est effectivement sur une vraie progression, mais portée plus par les institutionnels que par les épargnants privés. Oui, parce qu'en fait, les investisseurs institutionnels
Et prenons le cas, par exemple, les fonds de pension, ça va souvent être motivé par des enjeux climatiques ou de répondre à des besoins de RSE. Donc, ils veulent avoir des obligations avec, encore une fois, cette mesurabilité et cet impact. Du côté des assureurs, aujourd'hui, il y a un vrai enjeu dans la gestion de leur bilan. Ils veulent diminuer le risque, l'exposition au risque, au risque climatique. Risque climatique, bien sûr. Et donc, du coup, ils alignent l'exposition de leur financement à ce risque-là. Et donc, voilà, en général, ce sont vraiment les deux gros acheteurs d'obligations vertes et sociales. Donc, obligation verte, effectivement, pour tout ce qui est transition énergétique ou impact en lien avec le changement climatique. Social bonds, Oui. pardon, plutôt en lien avec l'impact social. Sustainability, donc on est sur quelque chose d'un petit peu plus général. Derrière ça, il y a quoi? On est sur les objectifs de développement durable des Nations Unies, c'est ça? On reste sur cette trajectoire de long terme? Oui, et il y a un besoin évidemment très fort. On sait que nous sommes en retard sur les objectifs de développement durable. Et d'ailleurs, tous les ans, MNJ Investment, nous publions une étude sur où on en est en termes de rendez-vous des investissements sur ces 17 ODD, donc les objectifs de développement durable. On sait qu'il y en a à peu près 15% qui sont en phase, 45% qui sont à peu près en track ou en retard, ou en tout cas, il va falloir que ça accélère pour pouvoir être au rendez-vous d'ici 2030, et les 37% restants qui sont vraiment très, très, très loin de l'objectif. Donc, le besoin de venir financer des entreprises qui, par leurs produits ou leurs services, viennent répondre à tous ces enjeux sociétals est évidemment énorme. Est-ce que les épargnants particuliers ou accompagnés par leur conseiller en gestion de patrimoine peuvent aujourd'hui mettre en place des stratégies similaires à ce que vous nous décriviez il y a un instant sur les investisseurs institutionnels et utiliser ces outils dans leur stratégie d'investissement? Absolument, parce qu'en fait, aujourd'hui, vous avez des outils qui sont des fonds d'investissement avec une liquidité quotidienne où vous venez prendre une exposition au marché obligataire, monde ou européen. Et en fait, vous avez des rendements qui sont très similaires à ce que vous pourriez avoir si vous souhaitiez avoir de l'obligation investment grade, donc plutôt de bonne qualité. Et la raison pour laquelle aujourd'hui on arrive à avoir des rendements qui sont en ligne avec des fonds obligataires plus classiques, c'est que l'univers d'investissement, il est plus large que celui seulement des green bonds ou des social bonds, D'accord. qui, c'est vrai, à un moment donné, se traitaient de manière assez chère pour des raisons d'offre et de demande, puisqu'en fait, les émissions sont importantes, mais la demande l'est également très forte. Donc, c'est vrai que vous pouviez avoir un petit peu moins de rendement parce que vous aviez ce fameux greenium qui valait assez cher. Aujourd'hui, chez MNJ Investment, on a par exemple, nous, défini tout un univers d'investissement additionnel qui sont ce qu'on appelle les solution providers, qui sont des sociétés qu'on a identifiées, qui viennent par leur business model offrir une solution d'investissement à la planète. Encore une fois, environnementale ou sociale. Et ça vient considérablement ouvrir l'univers d'investissement. On a un univers d'investissement, par exemple, avec ces solution providers de 2000 milliards, plus de 2000 obligations. Et en fait, pourquoi je vous parle d'univers d'investissement? C'est très important. C'est plus il sera large et plus on va être à même d'offrir des rendements qui vont être complètement en ligne avec les rendements. D'accord, parce qu'on élargit l'offre. Donc voilà. Finalement, sur le couple offre-demande, si on élargit l'offre, ça fait baisser le coût d'entrée et ça augmente le rendement, si je comprends bien, c'est ça? Oui, et aussi, en fait, vous avez votre territoire, entre guillemets, de chasse pour aller chercher des obligations qui ont encore un rendement attractif. Il est plus important. Et donc, aujourd'hui, vous avez sur les spreads, pour parler vraiment de la prime de risque que vous avez quand vous allez investir dans une obligation d'entreprise, ils sont de toute façon resserrés. Aujourd'hui, sur l'investment grade, vous avez Europe à peu près 80 points de base. Eh bien, par exemple, nous, sur notre univers article 9, vert ou social, eh bien, nous sommes légèrement au-dessus de ce spread. D'accord, ça répond à la question que je me posais effectivement parce qu'on a entendu pendant très longtemps le fait que dans le contexte actuel, l'investissement via des fonds obligataires était à privilégier. On l'a moins vu du coup sur les social bonds ou green bonds, mais il y a des opportunités à l'heure actuelle, là, mi-2025, si je comprends bien. Il y a des opportunités et justement, puisque cet univers d'investissement est de plus en plus large, le nombre d'émissions est en constante augmentation et il y a des investisseurs qui ont de plus en plus envie soit de financer directement ces projets et de participer du coup à l'amélioration des problématiques de durabilité. Oui, et il y a aussi, peut-être, et je l'espère, de plus en plus d'investisseurs qui se disent de toute façon, mon rendement, quand je rentre dans ce produit obligataire, mon rendement, il est le même que si j'allais sur quelque chose de plus classique. Donc finalement, pourquoi pas le faire?
Est-ce qu'il faut diversifier ces investissements entre du green bond, du social bond, du sustainability bond est-ce que les trois sont corrélés par exemple ou pas forcément? Ça dépendra évidemment du profil d'investisseur que vous êtes. Donc plus vous êtes granulaire et plus vous allez peut-être pouvoir prendre des sous-expositions. Nous, chez Menji Investment, pour pouvoir donner accès au plus grand public, par exemple, on a décidé de faire une stratégie globale, investment grade, dans laquelle on va mixer toutes ces catégories-là pour pouvoir offrir le rendement le plus intéressant, puisque ça reste évidemment très important. L'objectif financier reste tout aussi important que l'objectif impact. Merci beaucoup Kelly Hébert de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directrice générale France et Belux, mais aussi responsable mondiale du développement de l'offre durable chez M&G Investment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Faut-il arrêter d'opposer épargnants et investissement? Voilà le sujet qui va nous animer à présent dans Enjeu Patrimoine. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Philippe Sedbon. Bonjour Philippe Sedbon. Bonjour. Vous êtes président de l'AFG et si on se pose cette question ensemble aujourd'hui, c'est parce que souvent quand on parle d'épargne, on parle de produits plus ou moins sécurisés, mais on ne pense pas réellement à investissement, financement de l'économie, économie dite réelle. Et c'est le sujet qui va nous animer aujourd'hui. Alors peut-être un mot déjà sur cette nécessité de financer l'économie en France et en Europe. C'est un sujet qui est très régulièrement mis en avant par le gouvernement. Plus récemment, on a parlé du label Finance Europe. Il y a un besoin aujourd'hui de flécher quelque part l'épargne des Français vers l'économie européenne ou l'épargne des Européens vers l'économie européenne. Alors, il y a un besoin de flécher, il y a un besoin assurément d'assurer la compétitivité de l'économie européenne, donc de la faire progresser, de la faire transitionner, de réussir l'innovation aussi. Mais au-delà de ça, donc effectivement, l'épargne et l'investissement, juste avant, en amont. L'épargne et l'investissement, c'est les deux faces de la même pièce. Bien sûr. C'est les deux côtés, c'est exprimer différemment la même chose. Pourquoi ? Parce que la façon de financer l'économie, d'investir en réalité, vous l'avez à travers l'épargne ou à travers, on va dire, l'endettement, et fonds propres bien entendu, mais l'endettement à travers du crédit. Bon, donc cette épargne-là, on a tous des projets différents, des projets de vie différents. Donc l'épargne n'est pas c'est un agrégat de l'économie nationale, mais en même temps, c'est simplement la somme des propriétés individuelles. Bien sûr. Donc cette épargne, elle doit correspondre aussi, la façon dont elle s'investit, la façon que ce soit en épargne de précaution ou en investissement de long terme pour la retraite. Il y a tout un éventail qui correspond à vos projets de vie, à mes projets de vie qui sont différents. Et donc, il se trouve que lorsque on fait correspondre ces besoins d'épargne et donc de maturité de cette épargne avec le besoin de financement, eh bien ça correspond. Ça correspond parce que c'est les deux faces de la même pièce. Ça correspond, donc, alors en théorie, mais dans la pratique... Donc il n'y a aucune raison de les opposer. Aucune raison de les opposer. Mais pourtant, aujourd'hui, ça peut être un réflexe chez certains épargnants à l'heure actuelle d'opposer investissement long terme vu comme risqué par rapport à une stratégie d'épargne. Alors, vous touchez là du doigt les enjeux à la fois de produits correspondant à vos besoins, à nos besoins, tous, et puis deuxièmement, le sujet d'éducation financière. Donc les produits correspondants, on a besoin tous de produits d'épargne très courte, épargne de précaution, jusqu'à l'épargne très longue, en l'occurrence correspondant à la retraite, voire à la dépendance. Bien sûr. Et puis en même temps, il y a un sujet en parallèle de tout ça, qui est un sujet d'éducation financière, puisque, vous l'avez prononcé le mot, lorsqu'on parle d'épargne longue et donc d'investissement long dans des entreprises, notamment à travers des actions, voire de la dette de long terme, bien sûr, on parle de risque. En réalité, il est beaucoup plus risqué d'être investi en permanence en épargne de précaution lorsqu'on a devant soi 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, qu'en épargne de long terme, parce que le placement en action est quand même, quoi qu'on en dise, et malgré les soubresauts des différentes crises au cours des 30 dernières années, le meilleur investissement qui soit pour suivre finalement l'évolution de la croissance économique et l'évolution de l'inflation. Pour arrêter d'opposer les deux, il faut plus de pédagogie financière, il faut comprendre réellement dans quoi on investit, il faut arrêter de réfléchir uniquement par le prisme risque, entre guillemets, oui, si je comprends bien. Oui, il faut arrêter d'investir par le seul prisme risque, parce que l'éducation économique et financière permet de comprendre ça, c'est-à-dire quelle est la meilleure façon finalement de protéger mon pouvoir d'achat futur à travers l'épargne et ce que je vais en faire.
Eh ben, l'épargne, est-ce que je vais en faire? Si j'investis dans des produits qui permettent de suivre et même de surperformer l'inflation à venir, à ce moment-là, je protège mon pouvoir d'achat de demain. Si je laisse ça sur mon compte courant ou en épargne de court terme, de très court terme, je ne protège pas mon pouvoir d'achat futur. Mais ça, j'ai envie de dire, on est sur les bases. Bien sûr. Sur les bases. Hein. On est sur les bases, mais apparemment, il y a besoin de rappeler. Et deuxièmement, il y a besoin aussi de produits qui correspondent, je le redis, de produits et solutions qui correspondent aux besoins des épargnants. On ne peut pas avoir tout dans un même produit, c'est pas raisonnable. Label Finance Europe, Union des marchés de capitaux qui devient à présent le rêve d'une union de l'épargne et de l'investissement. Il y a un enjeu stratégique, un enjeu presque de souveraineté aujourd'hui à financer l'économie réelle en Europe avec l'épargne des Européens. Oui, c'est un enjeu de souveraineté européenne, assurément, française et européenne. Juste avant de vous répondre là-dessus... Je vous ai vu tiquer sur économie réelle. Économie réelle. Je ne sais pas ce que c'est que l'économie irréelle ou parallèle. Voilà. Donc, tout est l'économie réelle. Que vous achetiez, puisque aujourd'hui, économie réelle égale investissement dans le non-coté. En fait, c'est ça, PME non-coté. Non, je suis désolé, quand on investit, y compris dans des obligations émises par l'État français pour financer le déficit, lequel déficit va financer l'école, la justice ou les infrastructures publiques, c'est du financement de l'économie. Donc tout ça, c'est le financement de l'économie, et l'économie, elle est réelle partout, mais partout. Donc voilà, ça c'est juste pour... enjeu de souveraineté, de financement de l'économie européenne. Absolument, absolument. Donc oui, c'est un enjeu majeur, cette union de l'épargne et de l'investissement, parce qu'on a un besoin crucial, stratégique, de renforcer cette compétitivité de l'économie européenne. Nous n'avons cessé de perdre en compétitivité relative par rapport à d'autres zones, qu'elles soient Amérique du Nord ou asiatiques, au cours des 30 dernières années. On a besoin de mobiliser l'épargne européenne, mais encore une fois, je le redis, c'est pas de flécher l'épargne par décision de je ne sais où, c'est de faire correspondre votre besoin individuel avec ce besoin de l'entreprise X de long terme, grâce à des produits adaptés. Donc des nouveaux produits ou une meilleure compréhension des produits existants? En fait, il peut y avoir les deux. C'est-à-dire que je pense qu'on a quand même besoin de nouveaux produits. On peut lancer l'idée qui fait son chemin auprès des pouvoirs publics, auprès des syndicats, auprès de l'ensemble des parties prenantes. On peut émettre quand même l'idée que, en plus de notre système de retraite par répartition, qui est quand même un peu à bout de souffle, mais qui est sans doute important à maintenir sur un plan social, de cohésion sociale, d'avoir en plus de la retraite par capitalisation, mais qui ne soit pas sur une base individuelle, volontaire, et assise sur des avantages fiscaux, mais en revanche, sur une base finalement automatique, pour tout le monde, pour que tout le monde en bénéficie, quels que soient mes revenus, quel que soit mon patrimoine, tout le monde doit pouvoir en bénéficier en complément de la truc. Donc ces produits de long terme, je pense que c'est important. Et puis en même temps, effectivement, on n'a pas besoin non plus obligatoirement de nouveaux produits. On a des produits déjà qui tiennent la route et qui existent et qui sont performants, des produits de long terme, que ce soit le PER, le PEA, l'assurance vie aussi. Et donc, avoir associé un label européen, c'est-à-dire, label européen, ça veut dire quoi? Ça veut dire un minimum, un seuil minimum est investi dans l'économie européenne, et cette épargne-là, finalement, quand je l'investis dans tel ou tel support, ne sert pas à aller financer l'innovation, la transition ailleurs. Bien sûr. Ailleurs dans le monde. Elle sert Est-ce que c'est un biais qu'on a aujourd'hui? C'est qu'en fait, on gère l'épargne des Français et des Européens en allant investir là où on considère qu'il y a le plus de performance, à savoir aux États-Unis. Ce qui n'est pas forcément vrai depuis le début de l'année, mais ce qui a été vrai pendant longtemps. Ce qui n'est pas vrai à très court terme, mais ce qui est très vrai depuis 20 ans. Et il est bien normal qu'on ne contraigne pas tel ou tel épargnant à investir sur une zone qui est moins performante qu'eux. Donc s'il souhaite investir aux États-Unis, il n'y a aucun problème avec ça, c'est bien normal. En revanche, ce qui est anormal, c'est de bénéficier d'avantages fiscaux pour investir et financer l'innovation ailleurs. Ça, c'est pas acceptable. Je pense qu'en tant que citoyen européen, citoyen français, c'est pas normal. Donc, associer finalement un label européen à, sans doute, un incentive fiscal, au moins au départ, pour amorcer la pompe, paraît quelque chose qui est assez logique. Et pourquoi c'est important? Parce que il faut qu'on arrive quand même, c'est quoi le grand dessein derrière tout ça? C'est qu'en Europe, il faut qu'on arrive à créer le même cercle vertueux, ça ne veut pas dire le même modèle, mais le même cercle vertueux
que ce qui existe ailleurs dans le monde, notamment aux États-Unis, c'est-à-dire mobilisation de l'épargne investie dans les entreprises, lesquelles entreprises ça leur permet d'investir dans l'innovation, la transition, donc d'améliorer leur compétitivité, donc d'améliorer leur profitabilité, et puisqu'elles ont une profitabilité supérieure, à ce moment-là, un return, un rendement proposé pour les épargnants qui est supérieur. C'est pour ça que l'argent va plutôt aux États-Unis qu'en Europe aujourd'hui. Donc il faut créer ce cercle vertueux en Europe. Deux questions. Une première question, l'union des marchés de capitaux, on en a beaucoup parlé, mais elle n'a pas vu non, le ça jour. fait 20 ans qu'on en parle. L'union de l'épargne et de l'investissement, c'est plus concret, c'est plus solide, ça peut voir le jour réellement dans les faits? Alors, je sais pas si c'est plus concret, plus solide, mais en tout cas, parce que ça l'était déjà avant. Hein. Oui, bien sûr. Sauf que la grosse différence, c'est que depuis 1 an désormais, depuis les rapports Draghi, Letta, Mario Draghi, Enrico Letta, et le rapport Noyer sur l'union des marchés de capitaux, devenu depuis l'union de l'épargne et de l'investissement, il y a un alignement en Europe sur le fait qu'il nous faut absolument mettre en place cette union pour renforcer cette compétitivité. C'est pas mettre l'union pour faire l'union, c'est faire l'union pour renforcer la compétitivité. C'est ça l'objectif majeur et le seul objectif. Désormais, il y a un alignement européen sur le sujet, à peu près européen sur le sujet. Je ne sais pas si les 27 sont d'accord, mais en tout cas, de nombreux pays sont alignés, y compris, bien entendu, la Commission à Bruxelles. Et d'ailleurs, vous avez vu que je crois que c'était le 5 juin dernier, il y a eu la signature entre 7 pays européens pour lancer le sujet d'un label Finance Europe ou Finance Europe, comme on veut. C'était à Bercy, mais c'était surtout à l'initiative des ministres espagnols, allemands, français, 7 au total. Dernière question, on va rentrer un peu plus dans le concret des produits. Les conseillers en gestion de patrimoine qui nous écoutent ont-ils tous les outils, tous les produits à l'heure actuelle pour accompagner des épargnants français à financer l'économie européenne? On a dit effectivement qu'il y avait peut-être besoin d'en inventer d'autres, mais est-ce qu'à l'heure actuelle, on peut, via son assurance vie, via un PEA, via un compte titre, via un PER, aller financer l'économie européenne suffisamment aujourd'hui? On a déjà une panoplie significative. Hein, on n'a pas besoin de produits. En revanche, je le redis, un sujet, mais c'est plus pour servir le passif finalement, un sujet de capitalisation, un enjeu de capitalisation est sans doute là. Maintenant, on a tous les produits pour cela, déjà sur la table. Ce qu'il nous faut notamment, c'est, appelons-le comme ça, remettre la fiscalité à l'endroit. Ça fait bien longtemps qu'on le dit. La fiscalité dans notre pays est plutôt à l'envers sur la partie épargne, c'est-à-dire comment on favorise aussi l'investissement de long terme, en actions notamment, plutôt que l'investissement de court terme sécurisé. Merci beaucoup, Philippe Sedbon, de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes le président de l'AFG. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous tout de suite dans l'œil de l'expert. Quelle allocation d'actifs pour le second semestre? Voilà le sujet qui va nous animer à présent dans l'œil de l'expert. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Vincent Roger. Bonjour Vincent Roger. Bonjour Nicolas. Vous êtes directeur associé chez GLR Consultant, mais aussi senior advisor private equity au sein de la financière d'Orion. Alors c'est vrai que l'heure est plutôt au bilan du premier semestre à l'heure actuelle, mais ça n'empêche pas de se projeter aussi sur le second semestre. La question qui anime beaucoup de conseillers en gestion de patrimoine à l'heure actuelle, Vincent Roger, c'est quelle allocation d'actifs pour le second semestre? Quelle est votre conviction sur le sujet? Alors, tout d'abord, c'est bien de prendre un petit peu de recul parce qu'on a eu un premier semestre qui a été extrêmement agité. Pour rappel, on a démarré l'année avec deux crises majeures qui étaient bien engluées, hein, 2 conflits. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine, le conflit entre le Hamas et puis Israël. Et puis on avait une très belle année 2024 avec en 2025, début 2025, un peu les craintes d'une décélération de l'économie mondiale, ce qui est tout à fait légitime. Et puis on a eu 2 chocs très importants, puisqu'on a eu début avril le fameux Liberation Day de les droits de douane de Donald Trump. Exactement, donc secousse sur les marchés et sur la plupart des classes d'actifs. Et deuxième secousse, évidemment, ça a été le 13 juin, l'entrée en guerre d'Israël avec l'Iran. Donc tout ça a eu des conséquences quand même pas neutres sur un bon nombre de classes d'actifs. Le grand gagnant, indéniablement, hein, c'est l'or. 30%.
30% de gains et de performance sur cette période-là. Bien sûr, depuis sur le début de l'année. Oui. Exactement. Que dire, si ce n'est que c'est peut-être un peu, sans aller trop loin, un peu de fin d'exceptionnalisme de la dominance du marché américain Bien sûr, oui. et des États-Unis. Et avec peut-être un moment européen aussi, quand même, sur les marchés actions. Absolument, et puis un besoin aussi de diversifier ses réserves de change. Donc, très légitimement, l'or a fait une très très belle performance. Ce qu'on peut regarder aussi, c'est du côté des devises. À l'inverse, on a eu une forte baisse en fait du dollar par rapport à l'ensemble de panels d'autres devises, et donc ça représente à peu près 13% par rapport à l'euro notamment. Le pétrole, ça c'est important, très forte variation. On est monté à 80, on redescend aujourd'hui aux alentours de 68. Il n'y a pas eu de panique. Hein, on a eu un gros yo-yo, pas d'infrastructures détruites. On est resté aussi à l'abri avec le détroit d'Ormuz qui n'a pas été bloqué. Donc tout ça a été plutôt favorable pour un rétablissement en fait du prix du pétrole. Si on regarde les perspectives, Vincent Roger, quels sont les positionnements tactiques, quelles sont les convictions qu'on peut avoir pour ce second semestre? Est-ce qu'on peut avoir des convictions déjà? Bien sûr, on peut avoir des convictions parce qu'on a déjà sans aller trop loin, on a des pics de volatilité. Donc les pics de volatilité et l'environnement anxiogène est extrêmement favorable en fait pour une classe d'actifs, notamment c'est la structuration et les produits structurés. D'accord. Chaque pic de volatilité est vraiment une opportunité en fait pour les clients pour se positionner. Donc toujours être à l'affût sur cette classe d'actifs. À l'inverse, pour les gens qui ne souhaiteraient pas aller sur de la volatilité, qui sont un peu rincés un petit peu des mouvements de yo-yo qu'on a pu connaître sur les marchés, du côté qui veulent des performances solides, qui sont prêts en fait à faire un peu de se passer un petit peu de la liquidité. Oui. Du côté du private equity, au sein du private equity, on a deux stratégies qu'on aime beaucoup et qu'on conseille bien à nos clients. Il y a le secondaire, Bien sûr. par rapport à la décote et à la profondeur de marché. Et puis, on aime beaucoup aussi le co-investissement. Pourquoi? Parce que le retour au cash se fait très rapidement. Le co-investissement, ça veut dire investir avec Avec des sponsors. Avec des sponsors, oui. Des sponsors ou aux côtés de très gros acteurs de private equity. Donc, secondaire ou co-investissement sur le private equity. Exactement. Du côté des marchés actions, malgré tout, avec le rebond qu'on a pu connaître, puisqu'on est quasiment sur des plus hauts, de nouveau, hein, que ce soit sur le Nasdaq ou le S&P 500, on a vu que l'économie mondiale, et on le voit, est très résiliente, qui a, je dirais, des forces au niveau des entreprises qui permettent, entre guillemets, d'avoir relativement confiance. Donc on aime bien, malgré tout, les actions. Et sur les actions, on aime bien, évidemment, le secteur de la défense, le secteur de la technologie, parce qu'on a de la croissance, de la visibilité, et les marges sont solides. On aime bien également le secteur des infrastructures et des grosses entreprises qui vont être amenées, entre guillemets, à profiter du boom des dépenses publiques. Et évidemment, voilà, ça fait partie de nos... On peut donc avoir des convictions, effectivement, pour le second semestre. Merci beaucoup, Vincent Roger. Merci à vous. De nous avoir accompagnés donc, dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes senior advisor private equity au sein de la Financière d'Orion, mais aussi directeur associé chez GLR Consultant. Merci à vous également de nous avoir suivis. Et je vous dis à très vite sur Be Smart for Change.